Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous exposer un petit peu le contexte qui nous a fait travailler au niveau du CHU de Rouen sur l'information aux patients, les quelques modifications dans la formation qu'on a proposées à l'issue de ce travail. Et puis Nadia vous détaillera un petit peu de façon plus théorique les enjeux qu'il y a à la délivrance de l'information. Le contexte, c'est celui d'un constat que je pense on peut faire dans beaucoup d'établissements et qu'on a fait nous à Rouen sur les difficultés qu'on avait à délivrer de manière adéquate l'information médicale aux patients. On a fait ce constat parce qu'il y avait un nombre de courriers de réclamation qui était important en traitant de ce sujet. Il y avait également, ça a été relevé comme point d'amélioration sur différentes certifications avec des visites de réévaluation sur lesquelles on avait plutôt de mauvaises notes sur la façon dont était délivrée l'information médicale. Comme quoi sur ce sujet, la certification avait un vrai effet positif. Il y avait également de la part, et dans une discussion assez large avec les représentants des usagers, une demande qui était celle de travailler sur ce sujet dans l'établissement. Ce qui a entraîné donc, en 2016 la création d'un groupe pluridisciplinaire au sein du CHU pour discuter de l'information médicale et de la délivrance de cette information. C'était un groupe assez large qui comprenait des soignants, médecins, pharmaciens, sages-femmes, cadres de santé, infirmières, aides-soignants, mais également des représentants des usagers et des personnes ressources des différents services, direction de l'hôpital. Un travail important qui a pris beaucoup de temps. On a démarré en 2016, mais ça a été long. On a fait de nombreuses réunions de groupe, des sous-groupes qui ont été déterminés, voir qui donnait l'information et comment la donner. On a voulu travailler en profondeur sur ces sujets avec une base de recommandations, donc comme base de travail les recommandations de l'HAS à cette époque-là, et puis toute la littérature qui avait pu être sortie à ce moment-là, des travaux qui ont été relus. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des conclusions qui ont été faites, simplement pour vous dire qu'il y a un document d'une quarantaine de pages qui a été diffusé dans l'établissement, et un petit fascicule synthétique qui a également été distribué largement. Je ne vais pas détailler tout ce qui a été dit sur tout ce qui est dit dans ce document. Je vais quand même insister sur deux points qui me paraissent importants et plutôt nouveaux par rapport à ce qui a été annoncé. Ces deux points, c'est un point, je pense, sur lequel il y a de vraies nouveautés, c'est les niveaux d'information. Et un deuxième sur le médecin référent, sur lequel il n'y a pas réellement de nouveauté, mais pour un fonctionnement hospitalier, et particulièrement un fonctionnement de gros hôpital, et particulièrement de CHU, c'est une évolution qui est loin d'être facile. Pourquoi des niveaux d'information ? Ça a été un peu, puis c'est peut-être lié au groupe tel qu'il était fait, mais également à la discussion large pluridisciplinaire. On s'est aperçu que les niveaux d'information, que l'information médicale, c'était souvent perçu comme l'information uniquement donnée par le médecin. Or, ça regroupe beaucoup plus de choses que ça, et les acteurs de soins dans leur totalité sont tous impliqués dans la délivrance de l'information médicale, puisque le médecin n'est pas disponible tout le temps, et puis parce qu'on s'adresse à l'ensemble des soignants quand on est un patient ou quand on est une famille pour avoir de l'information. Donc réduire l'information médicale uniquement à ce qui peut être dit en consultation par le médecin, eh ben, c'est extrêmement réducteur par rapport à un fonctionnement hospitalier. Et donc il paraissait important, dans ces situations-là, qui étaient les situations de la vraie vie, au jour le jour, de savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire dans ces situations, à qui et comment on pouvait le faire, et savoir adapter
l'information à la délivrance de l'information, le contenu aux conditions dans lesquelles on les donne et aux personnes avec qui on parle. C'est pour ça que dans ce document, on a défini 3 niveaux d'information. Un niveau 1 qui est peut-être le plus simple à comprendre, qui est le niveau d'information médicale, c'est l'information de santé, mais qui en fait concerne principalement le confort et les conditions de vie à l'hôpital. Donc comment est-ce que c'est des informations quasi hôtelières de la façon dont le patient vit, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il a bien mangé, tous ces types d'informations. Sur le plan légal, ça fait partie de l'information médicale et pour autant, ça ne peut pas être considéré au même niveau qu'une information diagnostique ou pronostique. On a évidemment considéré que tout le monde, tous les soignants pouvaient donner ce type d'information, qui pouvaient les donner assez largement aux proches, en considérant qu'a priori, en dehors d'une opposition explicite du patient, il était d'accord pour que ces informations soient partagées, que évidemment ça nécessitait moins de 5 minutes, que c'était une information qui était faisable à la demande, mais qui nécessitait quand même un respect de l'intimité, qui ne devait pas être donné à la cantonade, que c'était une transmission qui était orale, et une traçabilité qui était nécessaire, mais qui était possible, mais qui n'était pas forcément impérative. À l'opposé, et peut-être pour bien que les choses soient claires, on a voulu définir un niveau 3 d'information. Donc ce niveau 3 d'information, c'est l'information médicale de référence, celle dont on parlait dans le topo d'avant, celle dont on parle très largement le plus souvent, qui est l'information sur le diagnostic, le traitement, les complications, le pronostic, les risques potentiels en lien avec la pathologie dont souffre le patient. Ça, elle est évidemment donnée principalement par le médecin référent du patient, d'où la référence à un médecin référent à l'hôpital, ou à défaut son remplaçant, ou à défaut la personne qui l'a investi pour donner cette information. Cette information, elle est donnée au patient, toujours au patient en priorité, dans des situations dans lesquelles le patient n'est pas capable de la recevoir, à la personne de confiance, et dans la situation dans laquelle il n'y a pas de personne de confiance, aux proches. C'est une information qui est longue, qui dure 15 à 45 minutes, qui nécessite un temps dédié, un lieu adapté, qui est une information orale, qui est aussi une information orale, même si elle peut s'accompagner d'écrit. En revanche, elle doit absolument être tracée, et ce qui a été dit doit être tracé. C'est-à-dire le fait que l'information a été donnée doit être tracé, mais le contenu de l'information doit l'être également. Et puis, entre les deux, et c'est peut-être ça la particularité, on a voulu définir un niveau 2 d'information, qui est des informations de santé au quotidien. Alors ça, comme ça, au départ, c'est pas forcément facile de savoir exactement ce que ça concerne, et finalement, quand on y réfléchit et qu'on est soignant, je pense que ça nous parle. Ces informations de santé au quotidien, c'est des informations de santé réelles, mais qui ne modifient ni le diagnostic connu par le patient, ni sa prise en charge. Et ça, finalement, il y a pas mal d'informations qui peuvent recouper ce niveau-là, mais ça nécessite quand même que le diagnostic et puis la situation du malade soient connus. Je donne un exemple. Faire de la fièvre dans un contexte de pose d'une prothèse de hanche, en soi, c'est quelque chose qui va aboutir à... C'est pas classique dans la pose d'une prothèse de hanche. Ça veut dire que peut-être il y a une infection, ça veut dire que peut-être il faut faire des examens supplémentaires, donc c'est du niveau 3. En revanche, avoir de la fièvre dans le cadre d'une pneumopathie aiguë, voilà, on a eu un petit peu de fièvre un jour, c'est redescendu, c'est remonté, ça c'est dans l'évolution habituelle de la maladie, et ça nécessite pas, ça ne va pas changer la perception qu'a le malade de sa maladie, ni son pronostic. Et donc cette information-là, elle peut être donnée par les médecins ou des internes, mais elle peut également être donnée par des professionnels paramédicaux dans le domaine de leurs compétences, bien sûr, kinés, infirmières, dans leurs compétences respectives. Elle est donnée aux patients, elle nécessite un temps court, inférieur à 15 minutes, puisqu'on a considéré que s'il fallait plus de 15 minutes pour l'expliquer, c'est que probablement c'était pas du niveau 2.
Elles peuvent se faire de façon programmée, mais elles peuvent également se faire à la demande du patient. Elle nécessite un lieu clos pour l'intimité, elle est faite par oral, et elle a une traçabilité qui doit être présente aussi, mais qui, là, ne concerne pas forcément le contenu de l'information, simplement le fait que l'information a été donnée. L'autre point important sur la délivrance de l'information médicale, c'était la notion de référent. À l'hôpital, vous savez, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux comme moi, mais également pour, j'imagine, tous les autres qui ont à un moment ou à un autre été pris en charge dans un hôpital ou dans une clinique, les intervenants sont multiples et finalement on a assez peu d'entretiens directs personne à personne. Voilà, c'est lié à l'organisation des soins telle qu'elle est pensée, mais ça entraîne des vraies difficultés. On a un anonymat qui est généralisé, sur lequel on lutte beaucoup, et je pense qu'on fait des progrès sur le fait de limiter l'anonymat avec des badges identifiés, voilà, mais ça reste quand même très très général, et quand on demande en pratique aux patients qui est-ce qu'ils ont vu, on se rend compte qu'il reste un niveau d'anonymat qui est très important. Et puis, contrairement à la situation habituelle, quand on est pris en charge en urgence dans un hôpital, on n'a souvent pas le choix des interlocuteurs qui nous soignent, et du coup on ne les connaît pas. En revanche, pour le patient, il faut être bien conscient du fait que la relation médecin-malade, c'est une relation qui est nominative. On n'a pas une relation avec le service, on n'a pas une relation avec l'institution, mais bien avec une personne. Voilà, et je le dis d'autant plus que j'appartiens à une spécialité où cette notion d'équipe est très, très forte. En anesthésie et réanimation, on a souvent tendance à considérer qu'on est une équipe et pas une personne en particulier. Il faut bien avoir en tête que le patient, lui, c'est la relation avec le médecin qu'il a en face de lui qui est importante, et pas avec l'équipe. Le fait qu'ils ne savent pas à qui est-ce qui les soigne réellement, ils ne savent pas du coup à qui poser la question, et du coup ils posent la question à personne tout en se plaignant après de ne pas avoir d'infos, ou à tout le monde, et ça c'est la meilleure façon d'avoir des contradictions et des informations inadéquates. Ça génère du stress et de l'incompréhension très forte pour les patients. Pour les soignants, et c'est important également d'avoir des référents médicaux qui soient identifiés, puisque le fait de ne pas avoir de référent clair pour un patient, ça entraîne des difficultés avec une multiplicité d'intervenants, des difficultés pour les internes, des difficultés pour les soignants pour avoir des réponses à leurs questions. Ça entraîne plus d'examens, plus d'avis et de façon non coordonnée. De l'incompréhension vis-à-vis des consultants, médecins traitants, et finalement assez peu de suivi dans l'information qui est donnée aux patients. Et ça, c'est la constatation qu'on a faite dans le groupe, particulièrement dommage parce qu'en plus, on a un référent qui est en général, pratiquement tout le temps, désigné, mais a posteriori. C'est-à-dire que le compte-rendu d'hospitalisation, il est normalement toujours signé par un senior. Donc il y a bien un référent qui signe le compte-rendu. C'est bien lui qui va porter le poids des décisions médicales qui ont été faites pendant l'hospitalisation du patient. C'est bien lui qui sera l'interlocuteur du médecin traitant pour donner des informations sur ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation. Donc c'est d'autant plus dommage qu'il ne soit désigné qu'à la sortie du patient. Évidemment, la désignation de ce référent médical, elle varie d'un service à l'autre. C'est malheureusement obligatoire parce que ça dépend véritablement des organisations. Évidemment que dans un service de chirurgie, le référent, en général, sur la chirurgie programmée, il est assez facile à déterminer puisqu'il y a un parcours patient qui passe par la consultation, puis l'opération, et donc on sait bien qui est le chirurgien référent. Néanmoins, dans toutes les situations qui passent par les urgences, ou dans les services de chirurgie quand le patient n'est pas opéré, le fait d'identifier un référent, c'est parfois très 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 compliqué. Et là, il faut que chaque service mette en place une façon de les désigner. Ça peut évidemment changer au cours du séjour, soit du fait des nécessités de service,
soit lorsque la situation médicale du patient change et donc la spécialité du médecin référent doit changer, soit à la demande du patient, il faut l'entendre aussi, que le patient puisse demander à être traité par une autre personne si la relation médecin-malade n'est pas satisfaisante. Il faut en revanche que cette désignation soit claire à tout moment et que à la fois le patient et les intervenants qui agissent au niveau du patient puissent le retrouver. Donc voilà, j'ai insisté sur ces deux points-là, sur lesquels on a beaucoup insisté dans le document. Le document est plus large que ça. Mais néanmoins, c'était un peu les points les plus particuliers qu'on diffuse maintenant au niveau de notre formation. On a diffusé ces documents via les instances naturelles. On a fait 2 demi-journées de formation avant la crise Covid, puis la crise Covid est arrivée, ce qui a entraîné un arrêt. Et là, on reprend depuis cette année, parce que ça a mis un petit peu de temps à être remonté. Vous savez que les formations après la crise dans notre hôpital, c'est très très long à reprendre vie. Mais depuis cette année, on a repris ces formations avec un programme qui présente ses recommandations, qui présente les aspects médico-légaux, qui présente les principes de communication avec un professeur de communication sur la délivrance de l'information, qui fait également une part à la voix des usagers via le retour d'expérience de médiatrices non médecins, qui s'intéresse également aux répercussions psychologiques et aux discussions au niveau qu'on a abordé juste avant sur est-ce qu'on peut tout dire, comment tout dire et quels sont les enjeux. Et puis à l'analyse de cas concrets et de mise en situation et de simulation pour des situations cliniques qui ressemblent un peu aux situations cliniques qui ont été données juste avant, parce que le VIH qui ne veut pas d'information, on l'avait, le patient qui ne veut pas être informé mais qui veut que sa fille soit informée, ça on le fait aussi, donc comme quoi les questions sont universelles. Je laisse Nadia continuer. Donc effectivement, au travers de cette formation, l'idée c'était de donner des repères sur qu'est-ce que c'est que l'information, les différents niveaux d'information, qui peut dire quoi, mais rapidement, peut-être, on aurait pensé que l'information devrait être pensée qu'au travers du droit et du devoir, et donc au travers de la question du droit. Et là, on a voulu impliquer autre chose, c'est-à-dire aussi faire réfléchir les participants à cette formation sur le fait de donner l'information et qu'est-ce qu'on fait quand on donne une information à un patient ou à un proche. La question, la réflexion qu'on voulait instaurer auprès des participants, c'était de réfléchir sur les enjeux éthiques de la délivrance de l'information aux patients, entre droit et devoir, et peut-être aussi questionner l'information et aller plus loin que l'information au travers de la communication. Parce qu'on voit bien que pour une information claire et loyale, il va falloir peut-être ne pas se contenter d'informer, qui donne l'idée d'une transmission à sens unique en réalité, et que peut-être il va falloir aller plus loin, et qu'en même temps, d'un autre côté, vouloir tout dire, et le paradigme de la transparence pouvait aussi entraîner des dérives, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, sur la question d'une forme de déresponsabilisation, parce qu'à un moment donné, on aurait tout dit. Et donc ça, c'était important qu'on puisse le réfléchir et faire réfléchir les participants aussi à ce point-là. Dès lors, il s'agissait, lors de cette formation, de prendre conscience de ce qu'on fait quand on informe, de repréciser qu'est-ce que c'est que informer, donc l'acte de transmettre quelque chose à quelqu'un. L'information est le fait donc d'apprendre quelque chose à partir d'une source extérieure, donc d'apprendre un renseignement sur quelque chose ou quelqu'un. Informer, donc, c'est alors faire savoir quelque chose à quelqu'un, et aussi on a l'impression que l'information, donc, elle va que dans un seul sens. Mais informer, étymologiquement, c'est aussi façonner, former, représenter, décrire, donc ça veut dire donner une forme à un contenu. Et ça, c'est pas neutre. On voit aussi que l'information, en fait, c'est le fait d'apprendre que,
et elle est du domaine du renseignement, mais en réalité, est-ce que celui qui est informé est si passif que cela dans cette relation? Le fait d'être informé, c'est d'apprendre quelque chose, et on pourrait penser que celui qui apprend quelque chose va rester passif. Reste à savoir si c'est entièrement vrai, car en fait, on ne peut pas forcément isoler l'information pure. Est-ce qu'elle existe vraiment? Et à ce sujet, on peut faire 3 remarques. Il y a bien une activité auprès de celui qui est informé, parce qu'il va chercher à être informé, parce qu'il doit lui-même avoir un certain niveau de compétence pour pouvoir comprendre l'information qu'on va lui délivrer. Et il doit aussi avoir déjà quelques connaissances du sujet pour savoir quoi faire de l'information qu'on va lui donner. Donc l'informé ne part pas de rien. Dans le domaine du soin, avoir des informations, ça sert à comprendre la situation et à pouvoir consentir. Pour consentir, j'ai donc besoin d'informations qui soient claires et loyales. Pour être autonome dans ce que je vais décider, j'ai besoin d'informations pour décider si je m'engage ou non dans un traitement ou dans un soin, et aussi pour pouvoir refuser. Le consentement découle de la manière dont je suis informée. On ne peut pas dissocier la question du consentement à quelque chose de l'information. Dès lors, on voit que pour qu'une information permette de consentir, il faut qu'elle soit claire et qu'elle soit loyale. Pour être claire et loyale, l'information doit aussi être une communication. On ne peut pas envisager l'information sans communication. Et communiquer, c'est mettre en commun, partager, discuter, échanger en réciprocité. La communication, c'est de l'information plus du lien, parce qu'on ne communique pas tout seul. Communiquer, c'est donc apporter des informations, mais aussi en retirer d'autres dans cette réciprocité. La communication apparaît donc comme le point essentiel pour réussir un projet d'information, et pourtant c'est aussi le point le plus délicat et le plus difficile, car quand on va informer, il va falloir adapter son discours aux compétences du patient pour qu'il puisse comprendre sans avoir les connaissances médicales forcément, mais aussi à la temporalité du patient, on l'a vu un peu ce matin, sur la manière dont il va pouvoir être en mesure d'entendre le discours qui va être donné. Et puis également, il va falloir aussi faire attention à la manière dont le patient a reçu précédemment des informations, qu'est-ce qu'il en a retiré pour qu'il puisse comprendre ce qu'on va lui dire à ce moment-là. Il s'agit alors de faire preuve d'écoute, d'attention, de préoccupation pour l'autre, pour vérifier même simplement que l'information qu'on a transmise, elle est comprise, et pouvoir rectifier si besoin, pour ne pas transmettre une information finalement qui tomberait à côté de ce que le patient attend. Combien de fois en même temps, nous tous, avons-nous mieux compris les choses en les expliquant et en renforçant nos arguments suite aux questions qu'on nous a posées, que le patient nous a posées? Il s'agit alors d'une écoute qui va entrer dans un cercle vertueux. J'écoute et on m'écoute. Donc, concernant l'information loyale, la question qu'il faut se poser, c'est loyale envers qui? Et là, on va y revenir plus tard quand on parlera de la question de la transparence. Une information loyale envers le patient pose d'emblée la question de l'asymétrie dans la relation entre quelqu'un qui sait, un soignant qui sait en l'occurrence, et qui va délivrer une information à un patient qui a besoin, lui, de cette information. Et cette position, elle est toujours délicate et nécessite de rétablir une symétrie pour qu'on puisse s'assurer de la compréhension de l'information qu'on a délivrée, et aussi pour ne pas se servir de ce que l'on sait pour décider à la place du patient. Ça, c'est important. C'est à cette condition seulement qu'une nouvelle relation de conscience peut s'établir, en permettant aux soignants de mettre à disposition un savoir auprès du patient qui, lui, va pouvoir décider. C'est une condition qui va permettre de respecter l'autonomie du patient, même dans la vulnérabilité, on l'a dit, c'est important, car la vulnérabilité du patient ne l'empêche pas de faire certains choix, et le soignant ne doit pas décider à la place du patient. En revanche, au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que la technicisation du discours médical, notamment, pose des enjeux de compréhension auprès du patient. Il y a souvent peu de place dans l'information auprès du patient à
au patient pour que lui, il exprime son vécu. De plus, la multiplicité des acteurs, des intervenants, va rendre difficile d'identifier celui qui sera capable d'orchestrer la prise en charge et celui à qui on va pouvoir poser des questions, celui qui pourra répondre à nos interrogations. Dans ce contexte, on peut aussi se poser la question de savoir comment le patient peut réellement consentir et de quoi réellement il a besoin. Pour cela, il s'agit de penser le consentement comme une manière d'approuver une démarche. Donc Grégoire Moutel, que je cite ici, une démarche en toute connaissance de cause et pas seulement approuvée à l'acte. Et c'est vraiment important parce que quand on pense l'information, déjà, on voit bien qu'il faut penser l'information dans un processus, dans une temporalité. On ne va pas pouvoir balancer tout dire n'importe comment, dans n'importe quelle temporalité, mais aussi approuver une démarche en connaissance de cause, c'est bien plus que d'approuver un seul acte. Dès lors, on peut dire que penser l'information, c'est penser les conditions d'intégration de celle-ci dans la temporalité du patient. C'est penser la place de la communication dans le processus d'information, on l'a dit, mais c'est aussi penser la confiance comme un lien social qui est sûrement invisible. Et dès lors, à un moment donné, on va se poser la question de « alors, faut-il tout dire ?» Et la question de la transparence entre ceux qui sont impliqués dans le lien de confiance va permettre de maintenir cette confiance aussi. Pour autant, il n'y a pas de confiance aveugle, on l'a dit tout à l'heure, la confiance repose sur un certain degré de savoir et d'information en commun, même si la connaissance n'est jamais totale, que ce soit du côté du médecin ou du soignant, ou que ce soit du côté du patient. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a un doute que la confiance est utile. S'il n'y a pas de doute, on n'a pas besoin d'avoir confiance en l'autre. Si on pense que la connaissance est totale et qu'on nous a dit tout, on n'a pas besoin de faire confiance à l'autre. Et c'est parce que, en réalité, c'est pas possible qu'on a besoin de faire confiance à l'autre et que cette confiance, elle est utile. On peut dire alors que la confiance suppose une quantité minimale d'informations partagées pour un certain degré de confiance. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il faut toujours tout dire et ce qu'on peut dire. Est-ce que toutes les informations sont toujours utiles pour le patient, pour la famille? Au paradigme de la transparence supposée bienveillante, doit-on tout dire? Peut-on penser l'information comme un processus dans une temporalité? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout dire à un seul moment, mais en progressant en fonction de ce que le patient va comprendre, mais aussi de ce qu'il aura pu intégrer pour qu'on puisse aller plus loin. Peut-on envisager l'idée qu'une information aussi ne soit pas toujours utile pour le patient? Dès lors, quels seraient les motifs qui nous inciteraient à tout dire en toute transparence? On peut se poser aussi la question de ce que nous faisons du bien-être du patient dans cette quête de transparence. Qui cherchons-nous réellement à protéger? Peut-être dans cette quête de transparence, c'est nous que nous voulons protéger. J'ai transmis l'info, du point de vue juridique, par exemple. Ici, ce questionnement m'a fait penser à une maxime de La Rochefoucauld, qui est assez intéressante. Nous aurions souvent honte de nos bonnes actions si le monde voyait les motifs qui les produisent. Aussi, au nom du devoir d'information, d'une certaine idée de l'autonomie du patient, de l'idée du devoir de transparence, pourrons-nous aussi être dans une forme de déresponsabilisation médicale dans ce paradigme de la transparence. Alors pour finir, c'est la dernière diapositive, enfin l'avant-dernière, puisqu'on va parler après des résultats de cette formation. Pour finir, face au devoir d'information, le premier réflexe serait de légitimer ce souci de transparence pour respecter la loi. Pour autant, bien que les lois soient nécessaires, elles paraissent aussi insuffisantes et plutôt que de tout dire à tout prix, il s'agit aussi de penser et peser avant d'agir. Le respect du droit, du devoir d'information ne peut tenir à lui seul lieu d'éthique. Ce devoir d'information comme devoir moral peut aussi devenir une posture rigide qui ne peut trouver de légitimité si nous ne pensons pas à la question du bien fondé de l'information que l'on va délivrer au patient sans se préoccuper de ce qu'il en fera.
Donc voici le bilan de la formation que nous avons réalisée la dernière fois, donc c'était il y a 15 jours à peine. Donc tous les participants étaient intéressés, ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin de cette formation, ils ont acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Ils ont trouvé aussi la formation trop courte parce que c'est vrai qu'on pourrait en faire beaucoup. Hein. Et puis les perspectives, c'est de pérenniser la formation peut-être 2 fois par an, puisque jusqu'alors c'était qu'une seule fois par an, mais on voit bien qu'en proposant plusieurs fois par an, on va pouvoir former aussi et faire réfléchir les professionnels à la question de la formation, c'est important. Et puis on a aussi eu l'idée de peut-être proposer des formations plus spécifiques, notamment dans les secteurs comme les urgences, puisqu'il y a beaucoup de personnel qui est confronté à des difficultés, notamment avec l'organisation maintenant des urgences où les familles attendent et ne peuvent pas entrer. Et donc là, ça pose beaucoup de questions par rapport à la question de la formation. Pardon. Et puis voici quelques verbatims des participants qui ont participé à la formation sur l'information. Merci. Merci beaucoup. Juste plusieurs choses à retenir que j'ai personnellement trouvé très intéressantes. La première, c'est dans les 3 niveaux d'information, le niveau intermédiaire. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'exposé, c'est que ça donne des idées dans d'autres milieux, dans d'autres pratiques. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce niveau intermédiaire, notamment dans les situations, dans les établissements de handicap ou dans les établissements, je dirais d'une manière générale, du social et du médico-social. C'est une vraie question. C'est une vraie question du secret professionnel, notamment, je pense, au social et à l'échange d'informations. Ce niveau intermédiaire, c'est vraiment une question. Voilà, donc merci pour ça. La deuxième leçon, c'est que plutôt que l'information, bien sûrement que la communication est bien meilleure. Si j'ai bien tout retenu et si j'ai bien tout compris. Et puis la dernière idée, c'est que comme toute chose, l'information, ça s'apprend et que c'est l'acquisition des connaissances qui nous rendent, je dirais, davantage bienveillants et plus professionnels avec ceux qu'on accompagne. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Bonjour, je suis ancienne cadre de santé. Et là, je voudrais vous poser une question. Lorsque vous avez un diagnostic annoncé à un patient hospitalisé, comment ça se passe? Est-ce que le médecin le prend à part? Surtout si dans une chambre à 2 lits. Comment ça? Est-ce que vous êtes tout seul pour annoncer? Et comment vous faites? Alors, ça dépend évidemment de la gravité du diagnostic, mais en règle générale, donc ce qu'on a dit, c'est être tout seul avec le patient, oui. Enfin, être, en tout cas, dans les chambres à 2 lits, ce qui est un problème, alors de moins en moins, mais dans les situations qui existent encore, on a normalement des salles d'entretien qu'on peut utiliser pour réaliser cette information. Je vous mentirais si je vous disais que dans 100% des cas, ça se passe toujours comme ça. Néanmoins, on doit toujours avoir, et c'est un peu l'objectif aussi de la formation et de notre action au niveau institutionnel, toujours avoir les moyens de permettre que ça puisse se passer comme ça. Donc, avoir une information qui est destinée au patient et que au patient et pas à son voisin, c'est effectivement une priorité. Et puis après, tout le reste, tous les enjeux de communication, d'encadrement de cette information, ça dépend effectivement un petit peu du niveau de gravité de la formation dans laquelle on partage. Moi, je vous dis ça parce que j'ai une expérience que lorsque le médecin avait une annonce à faire à un patient, le cadre était présent. Parce qu'on avait remarqué que les patients, déjà, ne comprenaient pas toujours ce que disait le médecin, je suis désolée, les termes médicaux, ils ne comprenaient pas. Donc, c'est vrai qu'on faisait reposer la question aux patients en disant « Est-ce que vous avez compris ?» Parce que peut-être que vous, quand vous expliquez, vous êtes très clair. Mais moi, j'ai connu beaucoup de médecins qui n'étaient pas clairs du tout. Et quand le malade, après, nous reposait des questions, posait aux infirmières en disant « Écoutez, je n'ai rien compris, je ne sais pas du tout ce qu'il m'a dit. » C'est une légende, ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. Ah, excusez-moi. C'est pareil quand il est écrit dans les dossiers. Ça n'arrive jamais. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est plus pareil, on n'écrit plus à la main.
Évidemment, bien sûr, vous avez raison. Alors après, les cadres de santé dans l'établissement, là, ont assez rarement la possibilité d'assister à ce genre d'entretien. L'infirmière en charge du patient, oui. Quand c'est possible, effectivement, elle est souvent associée. Nous, on a la règle jamais être... c'est une règle héritée de la réanimation, de jamais être au maximum un de plus que le nombre de gens à qui on s'adresse. Donc du coup, ça fait qu'on s'adresse à une seule personne, c'est maximum 2. Mais effectivement, l'infirmière, elle est assez souvent associée à ce genre de choses, pas systématiquement. Il y a aussi beaucoup de ce type d'informations qui... Enfin, je pense quand même qu'un certain nombre de mes collègues ont fait des progrès sur la possibilité de communiquer avec les patients, mais même si j'entends aussi que ce n'est pas forcément toujours le cas, il y a quand même eu des progrès de fait. Et à contrario, la position du cadre de santé actuel par rapport à celle que vous avez vécue a aussi beaucoup changé, et son implication dans les soins directs, en tout cas dans l'établissement dans lequel je travaille, est quand même moins ce qu'elle était il y a une certaine époque. Pour rebondir, tu me dis si je me trompe, pour rebondir, à partir du moment où une information elle aura été faite avec l'infirmière et le médecin, par exemple, ça peut permettre aussi d'être dans le niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a des témoins, le patient a eu l'information, il n'a peut-être pas tout compris, ultérieurement, s'il demande un complément d'information ou réexpliquez-moi, j'ai rien compris, mais ça permet à l'infirmière de pouvoir le faire. Parce qu'elle a entendu les mots qui ont été prononcés par le médecin, elle a vu les réactions du patient, elle peut reprendre ça plus facilement avec le patient. Et donc là, on peut être dans le niveau 2. Oui, le fameux niveau 2. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je prends une autre question, s'il y en a une. Et puis sinon, voilà, on va accueillir les suivants. L'équipe d'Isabelle, merci beaucoup.